Salut les renards, c'est Foxpie et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux fonctions récursives. Alors avant de débuter, je vais juste vous demander si vous voulez me soutenir de vous abonner à ma chaîne, et puis on va commencer dès maintenant à reprendre la pratique. Pour ce sixième exercice, nous voulons recréer la méthode count d'une liste. Alors que fait la méthode count? On peut avoir une liste comme celle que je vous présente là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, et la méthode count permet de compter combien de fois un élément apparaît dans cette liste. Donc là, si je fais count de 1, on me dit 3. Le 1 apparaît bel et bien 3 fois. Si je fais list.count de 9, le 9 n'apparaît qu'une seule fois, donc on me dit 1. L'idée, c'est tout simplement de recréer cette méthode, mais avec une méthode récursive. Donc, créons une première liste avec laquelle on va travailler. Donc imaginons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 1. Allez, on va mettre 5, 1. Ensuite, l'élément que l'on recherche, qui sera stocké dans la variable search. Et là, pour l'exemple, je vais rechercher les 1. Et je vais créer une variable nbCount qui va stocker le nombre de fois que l'élément apparaît. Donc ce que va renvoyer notre méthode récursion count, qui va prendre en paramètre notre liste et l'élément que l'on recherche. Même chose que d'habitude, on procède à la définition, donc récursion count. En paramètre, on a notre liste et l'élément recherché. Et on crée notre machine infernale. Donc, comme on sait que c'est une méthode récursive, on sait qu'elle va s'appeler elle-même. Donc, on remet récursion count, list, search. C'est fini pour les travaux préliminaires. Maintenant, réfléchissons. On veut parcourir l'entièreté de la liste. Donc, il va nous falloir un élément qui nous permet de parcourir les éléments de la liste et de savoir quand s'arrêter. Alors, on a déjà vu ça, et on va le réutiliser, ça va être i. En paramètre, on met i est égal à 0, autrement dit, si on n'indique aucune valeur pour i, il sera par défaut égal à 0. On peut du coup coder notre condition d'arrêt. Donc, tant que i est inférieur à la longueur de la liste, eh bien on continue à faire des récursions. Et en revanche, si il est égal à la longueur de la liste, eh bien là on va commencer à faire des returns. Alors, que veut-on retourner? On veut retourner le nombre de fois que l'on a compté un élément. Donc on peut imaginer une variable count qui, à chaque récursion, soit égale à 0. Et si on trouve l'élément dans notre liste, donc si liste de i est égale à search, alors on incrémente count. Ok. Cependant, c'est pas parce qu'on trouve l'élément qu'il faut pas continuer de parcourir la liste. En effet, on veut la parcourir dans son entièreté. Donc count peut récupérer ce que renverra récursion count. Et finalement, récursion count, on veut qu'il renvoie count. Là, ça y est, notre méthode récursive est terminée. Alors, on peut regarder si cela fonctionne. Donc, on a 5, 1 ici. Donc, je vais faire un print de nbCount. CTRL F5 pour interpréter le résultat. Et il me dit qu'il y a une erreur. Et oui, j'ai été trop vite. Ici, on veut envoyer i plus 1, vu qu'on veut parcourir notre liste. Et donc là, effectivement, 5, il me dit bien qu'il y a 5 1 dans notre liste. Alors si on était en recherche du nombre d'éléments égal à 9, CTRL F5, et là on voit qu'il n'y en a qu'un seul. Donc la méthode fonctionne. Alors comme pour les exercices précédents, petite démonstration du fonctionnement. Avec cette liste ici, 1, 4, 1, 3, 1, 7, 9, 6, 0. Donc on envoie notre liste. On lui envoie l'élément que l'on recherche, donc c'est le 1. Et puis ici, on a le i. Donc on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Donc i est égal à 0, i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3, etc. etc. jusqu'à ce que i soit égal à 9. Et 9, c'est la longueur de la liste. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc quand i est égal à 9, i n'est plus inférieur à la longueur de la liste, et donc on renvoie count, et count est égal à 0. Donc ici, on renvoie 0. Ok. Ensuite, on est à i égale 8, c'est le dernier élément, il est égal à 0, il n'est pas égal à 1, donc on renvoie 0 plus 0. Hein, c'est ici, le récursion count plus count. Et comme count ici vaut 0, puisque liste de i n'est pas égale à search,
puisque 0 est différent de 1, à ce moment-là, count valait 0, donc on fait l'addition et on renvoie 0. Pour i est égal à 7, donc là c'est l'avant-dernier, 6, on renvoie encore 0. Alors, ici, il ne faut pas se perdre. Tac. Donc on est ici. Pour i est égal à 6, eh bien c'est pareil, donc là c'est 0. Pour i est égal à 5, c'est pareil, c'est 0. Et là par contre, on arrive à i est égal à 4. Et en effet, le quatrième élément est égal à 1. Donc count ici a été incrémenté de 1. Et à ce 1, on ajoute tous les zéros qu'on a renvoyés jusque-là. Donc on renvoie 1 plus 0. Ensuite, on est à i égale 3. Le troisième élément, c'est 3. Donc c'est différent de 1. Donc count est égal à 0 ici à gauche. On n'est pas rentré dans le if list de i égale search. Et on récupère quand même ce qui a été renvoyé par recursion count. Et jusque-là, on a trouvé un seul 1. Donc on additionne 0 et 1. Et on renvoie 1. Ensuite, nous sommes à i égale 2. Et i égale 2 est égal à 1. Donc count va être incrémenté de 1. Et on va renvoyer 1 plus 1. Donc ça fait 2. On est à i est égal à 1, et le premier élément, enfin, l'élément à l'indice 1 est égal à 4, donc ça n'est pas un 1, donc count vaut 0. Et ce 0-là, on va lui additionner ce qui est renvoyé par récursion count, et c'est 2. Donc on renvoie 0 plus 2. Et enfin, quand i est égal à 0, donc quand on est au premier élément de la liste, eh bien, count est égal à 1, puisque le premier élément de la liste est un 1, et donc on fait 1 plus 2, le 2 étant tout ce qui a été renvoyé par toutes les récursions précédemment, donc on fait return 1 plus 2, et ça renvoie 3, donc il y a bel et bien 3 1 dans cette liste. Donc voilà comment celle-ci fonctionne, et on a déjà codé la méthode count d'une liste avec une méthode récursive, donc on peut passer à l'exercice suivant. Dans ce 7e exercice, on veut recréer la notion de puissance en mathématiques, savoir la puissance d'un nombre, par exemple 2 puissance 5. Et pour ça, on veut coder une méthode récursive qui reproduit ce comportement. Donc, comme d'habitude, on crée des variables qui vont nous être nécessaires pour nos travaux. Donc là, un nombre, la valeur de sa puissance. Donc ici, ça veut dire qu'on va calculer 2 puissance 5. Et enfin, une variable qui va stocker le résultat renvoyé par notre méthode récursive, donc nombre puissance, qui va récupérer récursion puissance, à laquelle on envoie notre nombre et sa puissance. Ok, on remonte, on écrit la définition, donc def récursion puissance, et ici on envoie le nombre, la puissance. On crée notre machine infernale, donc notre récursion infinie, récursion puissance, et on envoie nombre puissance. Très bien. Comment on arrête cette machine infernale? On peut utiliser un nombre qui va s'incrémenter à chaque récursion, et puis dès que ce nombre atteint une certaine valeur, eh bien on arrête. Ce nombre, comme d'habitude, on va l'appeler i, on va l'initialiser à 0, et puis on va l'arrêter quand, tant que i est inférieur à puissance moins 1, on va continuer d'avancer, et sinon, si i est égal à puissance moins 1 ou devient supérieur, on renvoie le nombre. Donc là, ça y est, notre récursion puissance est terminée. Alors regardons un petit peu comment ça fonctionne. Ici, récursion puissance, on lui envoie 2, 5, et ici, i est égal à 0. Et donc, i est inférieur à puissance moins 1. Donc, on va refaire appel à récursion puissance en envoyant i plus 1. Puis ensuite, i plus 1, donc ça, on arrivera à 2. Puis i plus 1, on arrivera à 3. Puis i plus 1, on arrivera à 4. Ah, 4 n'est pas inférieur à 5 moins 1. 4 n'est pas inférieur à 4. Donc ici, on va renvoyer nb. Donc on renvoie 2. Alors là, ici, si ce 2, on n'en fait pas quelque chose, eh bien, notre fonction ne va pas fonctionner. On sait que la puissance, c'est un enchaînement de multiplication. Donc ici, on va faire nb fois égale récursion puissance. Autrement dit, on va multiplier nb par ce qui est renvoyé à chaque fois par récursion puissance. Ici, on a renvoyé 2. Donc là, à l'itération i est égal à 3, ça va faire 2 fois 2, donc ça va faire 4, et on va renvoyer 4. Quand i est égal à 2, donc notre méthode récursion puissance renvoie 4, nb est égal à 2, donc ça va faire 2 fois 4, et on renverra 8 ici. On arrive à notre récursion i est égal à 1, récursion puissance a renvoyé 8, ici, nb est toujours égal à 2, donc on fait 2 fois 8,
ça fait 16 et on renvoie 16. On arrive à notre toute première occurrence de récursion puissance, où i est égal à 0. Récursion puissance jusque-là nous a renvoyé 16, donc on fait nb fois 16, donc 2 fois 16, et on renvoie 2 fois 16, ce qui va nous donner un nb puissance qui est égal à 32. Alors regardons hein, si c'est bien le cas. Print de nb puissance, je fais un CTRL F5 pour interpréter le code, et effectivement ça nous envoie bien 32. Alors on peut essayer avec autre chose, par exemple 3 puissance 3, donc on devrait avoir 27, CTRL F5, et effectivement ça nous affiche bien 27. On peut essayer avec 10 puissance 4, ça devrait nous écrire 10 000, et c'est bien le cas, ça nous renvoie bien 10 000, donc on a bien recodé la puissance avec une fonction récursive. Alors là, attention, hein, notre fonction récursive ne prend pas en compte les puissances qui sont écrites sous forme de fractions ou les puissances qui sont négatives, là c'est seulement pour des nombres entiers positifs. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir passer à l'exercice suivant. Pour ce 8e exercice, on va recoder la méthode len de Python avec une méthode récursive. Alors que fait la méthode len? En fait, c'est une méthode length qui calcule la longueur soit d'une chaîne de caractères, soit d'une liste. Donc regardez ici, je fais len de foxp, et il me dit, bien foxp est constitué de 6 caractères. Je fais len de fonction récursive, et il me dit, fonction récursive est constituée de 20 caractères. Et je fais len d'une liste ayant 4 éléments, 1, 2, 3, 4, et il me dit, la longueur de ta liste est de 4, il y a 4 éléments dedans. C'est ce que l'on veut recoder ici. Première étape, comme d'habitude, on se crée une petite variable sur laquelle on va pouvoir travailler et tester notre méthode récursive. Donc ici la variable string qui prend comme valeur une chaîne de caractères foxp. Et je vais créer une variable length qui va récupérer ce que va renvoyer notre méthode récursive, récursion len. À cette méthode, je lui envoie notre chaîne de caractères, donc string. Montons en haut et créons la définition de notre méthode, donc récursion len string. Ok, même processus que d'habitude, on crée notre machine infernale, récursion len de string. On a notre variable pour travailler, on a l'appel à notre méthode et on a notre machine infernale. Alors notre machine infernale, comment on l'arrête cette fois-ci? Eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser la méthode len de Python, parce que c'est justement ce qu'on essaie de recoder, donc on ne peut pas comparer le nombre d'éléments qu'on a parcouru avec une valeur spécifique. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va à chaque fois envoyer notre chaîne de caractères, mais on va la tronquer d'un élément, on va lui supprimer la première lettre. Et pour ça, on a donc notre condition. Tant que notre chaîne de caractères n'est pas vide, donc tant que string est différent d'une chaîne de caractères vide, on fait une récursion, et à cette récursion, à chaque fois, on envoie la chaîne de caractères à laquelle on a tronqué le premier élément, c'est-à-dire que on envoie la chaîne de caractères en partant du deuxième élément jusqu'à la fin. Et il nous faut quelque chose pour compter, donc on va envoyer i plus 1, et ici en paramètre, on aura i est égal à 0. Ok, et donc que se passe-t-il quand justement la chaîne de caractères sera vide? Eh bien on renverra i. Et là, ce i-là, il faudra le récupérer. Donc on fait i égale récursion len, et là ça y est, notre récursion est terminée. Alors regardons comment ça fonctionne. Ici, petit exemple avec la chaîne de caractères foxp, donc au début j'envoie foxp et i est égal à 0. Ensuite il y a oxp, i est égal à 1, xp, i est égal à 2, xp, i est égal à 3, pi, i est égal à 4, y, i est égal à 5, et là ma chaîne de caractères elle est vide. Ma chaîne de caractères elle est vide et i est égal à 6, donc on renvoie 6. Et comme à chaque fois ici il n'y a que des returns, on ne fait pas de concaténation, on ne fait pas d'addition, on ne fait rien de tout cela, on fait que des renvois. Donc on renvoie 6, 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 et on renvoie 6. Et donc length ici va récupérer ce 6. Alors, faisons un test. Print de length, et puis ici, hop, CTRL F5. Et on voit bien ici que ça a renvoyé le 6. Ok. Essayons peut-être avec une autre chaîne de caractères. Fonction récursive. CTRL F5. Ça me dit 20. Alors pour tester, on pourrait par exemple faire length est égal à len de string. Autrement dit, on compare le résultat obtenu avec notre fonction récursive avec le résultat obtenu avec la méthode Python. Et puis normalement, si on a tout bon, ça devrait marquer true, et c'est le cas. Donc, on a pu recoder notre méthode length avec une fonction récursive.
Et là, déjà, avec tous les exercices qu'on a fait, vous devriez quand même avoir un petit peu une petite logique méthodologique pour justement créer ces fonctions récursives. Mais on va continuer à travailler un petit peu encore et à pratiquer avec d'autres exercices. Nous en sommes au 9e exercice et cette fois-ci, on va vouloir recréer la méthode zip. Alors si vous ne connaissez pas la méthode zip, laissez-moi vous montrer un exemple. C'est une méthode qui prend en paramètre des listes. Alors nous, on va utiliser que 2 listes en paramètres. Et vous voyez ici une première liste dont les éléments sont 1, 3, une deuxième liste dont les éléments sont 2, 4, et je récupère ce que renvoie zip dans zip. Alors en fait, c'est un objet qu'on appelle un iterable, et pour le parcourir, il faut faire une petite boucle. Donc si ici je fais for n in zip, et que je fais un print de n, on voit qu'il m'a associé les éléments qui étaient aux mêmes indices dans les listes. Autrement dit, l'élément qui était à l'indice 0 dans la première liste et l'élément qui était à l'indice 0 dans la deuxième liste, ils ont été mis dans un même tuple. L'élément qui était à l'indice 1 dans la première liste et l'élément qui était à l'indice 1 dans la deuxième liste, ils ont été mis ensemble dans un même tuple. Quel est le comportement de zip quand on a une liste qui est plus longue que l'autre? Donc ici, j'ai 2 listes. Ma première, elle fait 1, 2, 3. Et ma seconde, elle fait A, B, C, D, E, F, G, H. Donc je stocke ce que renvoie la méthode zip avec ces 2 listes dans zip-zip-return. Et ici, je fais une boucle for n in zip-zip-return et je fais un print de n. Ce que l'on constate, c'est qu'il me renvoie 3 éléments. En fait, il me renvoie autant d'éléments que la longueur de la liste la plus petite. Donc ici, il a associé le premier élément de la première liste au premier élément de la deuxième liste, le deuxième élément de la première liste au deuxième élément de la deuxième liste, le troisième élément de la première liste au troisième élément de la deuxième liste, et c'est tout. Il n'a pas calculé le reste, il l'a laissé de côté. Donc c'est ce que l'on veut recoder avec une méthode récursive. Alors, on va se créer nos petites variables qui vont nous permettre de tester notre méthode. Donc je vais faire L1 est égal à 1, 2, et puis L2 sera égal à 2, 4, 6, 8. Je vais faire un 3, oui, parce que l'idée c'était que ça fasse après 1, 2, 3, 4. Et ici, je vais créer une variable z qui va récupérer ce que renvoie récursion zip. Et récursion zip, elle va prendre en paramètre nos 2 listes. Ok, même procédé que d'habitude, on monte tout en haut et on définit notre méthode, donc récursion zip, L1, L2. Ok, parfait. On crée notre machine infernale. Récursion zip, L1, L2. On a nos variables de travail, on a la machine infernale. Ok. Comment on l'arrête? On sait qu'elle doit s'arrêter grâce à la longueur de la liste la plus courte. Donc ici, je vais créer une variable que je vais appeler nombre iter, qui représente le nombre d'itérations. Et ici, ça sera égal à length de L1 si la longueur de L1 est inférieure ou égale à la longueur de L2. Sinon, ce sera égal à la longueur de L2. Ok, donc on a une valeur maximale à ne pas dépasser. Je vais créer une variable newList qui sera ce que l'on voudra renvoyer. Pour le moment, c'est une liste vide. Et justement, si on a une valeur maximale à ne pas dépasser, c'est qu'on a une valeur qui va s'incrémenter petit à petit pour arriver jusqu'à cette valeur maximale. Autrement dit, c'est le retour de i. Donc, i est égal à 0, nouveau paramètre. On sait qu'à chaque fois, on renvoie i plus 1 ici. Donc, on a toujours notre machine infernale. On stoppe la condition de fin. Donc, si i est inférieur au nombre d'itérations. Autrement dit, si i est inférieur à la longueur de la liste la plus courte, eh bien, que fait-on d'habitude? Eh bien, d'habitude, on renvoie l'élément. Donc, c'est ce qu'on va faire. Return new list. Et ici, comme on a un return, il faut récupérer ce qui est envoyé. Et récupérer ce qui est envoyé ici, c'est newList plus égal récursion zip. Ok, mais on n'a pas créé nos tuples là encore. Alors créons-les. Donc si i est inférieur à nombre iter, c'est-à-dire qu'on peut associer les éléments aux mêmes indices des 2 listes, et les associer, eh bien on va faire newList est égal donc à une liste qui contient le tuple avec le ième élément de L1 et le ième élément de L2. Et donc là, on a terminé notre fonction récursive. Comme pour les exercices précédents, je vais en faire la petite démonstration ici avec les commentaires. Donc,
au tout début, on envoie un 3, 2, 4, 6, 8, et i est égal à 0. On calcule le nombre d'itérations. Donc là, l'enf de L1, c'est 2, et l'enf de L2, c'est 4. Donc l'enf de L1 est inférieur à l'enf de L2, donc nombre iter est égal à l'enf de L1, donc nombre iter est égal à 2. I est égal à 0, donc i est inférieur à nombre iter. On crée ici new list, et on associe L1 de 0 à L2 de 0 dans un tuple. Donc ici, on associe 1 et 2. Ok, on va dans récursion zip, L1, L2, et on fait i plus 1. Donc i est égal à 1, ici. I est égal à 1, c'est inférieur à nombre iter, donc on rentre ici et on crée new list. Donc ça fait L1, indice 1, L2, indice 1. Et donc on va récupérer ici un tuple 3, 4, qui sera dans une liste. Ok, on va dans récursion zip, i plus 1, donc i est égal à 2, on est là. Ah là par contre, i n'est plus inférieur à 2, 2 n'est pas inférieur à 2, 2 est égal à 2. Donc on renvoie directement new list, et new list, c'est une liste vide. Donc on renvoie une liste vide, et là sur l'itération précédente, donc quand i était égal à 1, on avait créé le tuple 3, 4 dans une liste. Sachant qu'ici on a un plus égal, ça veut dire qu'on va ajouter les deux listes ensemble, et donc on va renvoyer la liste contenant le tuple 3, 4, plus la liste vide qui a été renvoyée lorsque i était égal à 2. Ok, et on renvoie ça. On arrive sur notre première itération quand i est égal à 0, et quand i est égal à 0, on avait créé ici un new list qui contenait le tuple 1, 2. Donc ici, on va renvoyer une liste contenant un tuple 1, 2, plus ce qui était renvoyé par récursion zip quand i était égal à 1, qui est une liste contenant le tuple 3, 4. Et donc on va finir par obtenir une liste dont les éléments sont deux tuples, un tuple qui contient 1, 2, et un tuple qui contient 3, 4. Alors, faisons un print de Z, CTRL F5, et donc on a bien ici notre liste 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas tout à fait ce que fait la méthode zip, puisque si jamais ici je faisais un print de zip L1, L2, hop, et donc que j'interprète ce code CTRL F5, là il me dit que c'est un zip object. Mais si on parcourait le zip object, donc avec une boucle comme je l'ai fait précédemment for n in zip, à ce moment-là, on aurait les mêmes tuples qui seraient donnés. On peut le voir ici, allez, for n in zip de L1, L2, print n, CTRL F5, et là on voit bien qu'on a les tuples 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas tout à fait ce que fait la méthode zip, puisqu'on n'a pas un zip object, mais par contre, on a bien les tuples qui sont réassociés comme la fonction zip le fait en Python. Alors on peut tester avec un autre exemple, donc ici une chaîne de caractères tac de longueur 5, et une chaîne de caractères ici de longueur 8. CTRL F5, on interprète, et on récupère bien 5 tuples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et au-delà de 10, on ne s'y intéresse pas. Donc on a bel et bien recodé, comme je vous l'ai dit partiellement puisqu'on ne renvoie pas un objet zip, mais on a bel et bien recréé le comportement de la méthode zip avec une méthode récursive. On peut donc passer à l'exercice suivant. Nous en sommes au dernier exercice de cet épisode, et on va coder une méthode qui permet de déterminer si une chaîne de caractères est un palindrome ou non. Alors un palindrome, c'est une chaîne de caractères qui va s'écrire de la même façon qu'on la lise du début à la fin, ou de la fin vers le début. Autrement dit, en l'exemple de P8 ici, un roc cornu, que vous le lisiez dans ce sens, eh bien vous lirez un roc cornu, mais si vous lisez dans l'autre sens en partant de la fin, vous lirez un roc cornu. Alors justement, ça soulève une petite chose qu'on va devoir justement gérer lors de la création de notre méthode, c'est qu'on ne prend pas en compte les espaces ou les ponctuations. Regardez ici. On imagine qu'à chaque fois qu'on avance de 1 depuis le début et de 1 vers la fin, la lettre doit être la même. Donc ici, la première lettre est égale à la dernière lettre, la deuxième lettre est égale à l'avant-dernière lettre, et là par contre ici j'ai un espace et ici j'ai un R. Tout simplement, il faut sauter l'espace et passer à la lettre suivante, on ne les prend pas en compte. Et donc là on peut égaliser les R,
ensuite égaliser les O, égaliser les C, et puis là on arrive au milieu du mot, et on peut prouver que c'est un palindrome. Donc on ne prend pas en compte, retenez bien ça, les ponctuations. Alors, on va se lancer tranquillement avec un premier palindrome sur lequel on va effectuer nos tests. Je vais l'appeler P1, et justement on va tester sur la phrase « un roc cornu ». Ok. Je dois récupérer de ma méthode récursive, donc récursion palindrome, un booléen qui me dit true si c'est un palindrome ou false si ce n'est pas un palindrome. Pour ça, je vais lui envoyer ma chaîne de caractères. Ok, comme d'habitude, on monte à la définition, et là, on écrit récursion palindrome, et puis justement, allez, notre message. On crée la machine infernale, pardon, hop, récursion palindrome, message. Mais là, on va devoir procéder à un petit peu plus de réflexion que d'habitude. On a deux éléments qui se baladent dans notre chaîne de caractères. On a un élément qui part du début et un élément qui part de la fin, et à chaque fois on veut voir si les deux éléments concernés sont égaux ou non. Ok, alors si on a deux éléments avec lesquels on va se balader, on peut imaginer un i qui partira du début et on peut imaginer un j qui partira de la fin. Très bien. Essayons de penser au moment où on tombe sur un espace. Ici, quand on est tombé sur l'espace, dans la phrase un roc cornu, ce que l'on s'est autorisé à faire, c'est de passer à la lettre suivante, ici, mais pas ici. Ici, on est resté sur le R. Donc, dans le cas où ça serait le I qui partirait du début vers le milieu, on se serait autorisé à incrémenter I sans décrémenter J, puisque J part de la fin et on le décrémente petit à petit pour égaliser les lettres. Donc, on aura une condition où si jamais c'est la lettre à la position I qui est un espace, alors on n'augmentera que I. Et en revanche, si ça arrive pour J, on ne décrémentera que J. Ok. Sinon, à quoi peut-on penser? Eh bien, si deux lettres en I et J ne sont pas les mêmes, ce n'est pas un palindrome et on fera notre return. Ok. Sinon, si les lettres sont égales en I et en J, on peut aller en I plus 1, J moins 1. Ok. On a un petit peu là la structure qui va nous permettre d'évoluer au sein de cette fonction récursive. Donc allons-y. Alors premièrement, dès le départ, ici j'ai mis que i est égal à 0 et que j est égal à 0, mais finalement j, ça va être notre dernière lettre, et notre dernière lettre, elle est à l'indice qui est égal à la longueur du message, moins 1. C'est-à-dire que si on a un message de 20 lettres, le dernier indice c'est 19. Donc reconnons ça. Si i est égal à 0 et que j est égal à 0, c'est qu'on est au tout début de notre récursion, et donc, on veut que j soit égal à length de message moins 1. Ok. On va partir du principe que le message c'est un palindrome, et si jamais on prouve le contraire, eh bien on renverra false. Donc, tant qu'on ne prouve pas le contraire, le message est un palindrome. Ok. Alors quand est-ce qu'on l'arrête? On l'arrête quand la différence j moins i est égale à 1. Je m'explique. On va avancer là petit à petit dans le mot, et il y a bien un moment où i et j vont se croiser. Donc rappelez-vous ici on a i qui est sur c, j qui est sur c, et puis on va décrémenter j, incrémenter i, et là ils vont tomber sur la même case. Enfin plutôt sur le même caractère ici qui est l'espace. Mais du coup ça veut dire ça y est, on n'a pas besoin de vérifier, on a vérifié la moitié gauche, la moitié droite en même temps, on n'a plus besoin de vérifier tout ça, on peut ressortir de la méthode. Et ça, il peut y avoir également le cas où i et j se rencontrent côte à côte au début. Donc quand ils se rencontrent côte à côte, il y a un espace de 1 entre les deux. C'est-à-dire que i sera égal à j-1. Sauf que là déjà, c'est le dernier moment où on teste les égalités, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Donc finalement, que notre chaîne de caractères ait un nombre pair d'éléments ou impair d'éléments, on veut que ça s'arrête tout simplement quand la différence entre j et i est égale ou inférieure à 1. Donc, on va continuer d'étudier notre message tant que la différence entre j et i
est supérieur à 1. Donc ici, si j moins i est supérieur à 1, alors on veut progresser dans notre message. Ici, je vais créer une variable qui sera une liste qui va contenir les ponctuations et ça me permettra de tester si tout simplement un élément sur lequel on est une ponctuation ou non. Donc, hop, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Voilà. Alors c'est parti, passons au premier test. Donc si message de i est dans C, autrement dit, si message de i est une ponctuation, à ce moment-là, on s'était dit qu'on continuerait dans la récursion seulement en incrémentant i et en laissant j tranquille. Donc on enverrait message i plus 1 et j. Dans le cas où ce serait j qui est une ponctuation, alors on laisse i tranquille et c'est j qu'on décrémente. Donc on refait appel à notre récursion, on envoie le message, i on le laisse peinard, et j-1. Rappelez-vous, un j se décrémente puisqu'on part de la fin. Ok, que veut-on prendre en compte? Ah oui, si jamais les lettres n'étaient pas les mêmes. Donc si message de i point lower, alors ça, je vais vous expliquer une fois la condition terminée. Message de j point lower. Hop. À ce moment-là, on renvoie false. Alors, je vous explique. Il peut arriver, ça arrivera même, que nos phrases commencent par une majuscule. Mais un E majuscule, c'est l'équivalent d'un E minuscule. Mais ça, Python, si vous lui faites tester l'égalité entre un E majuscule et un E minuscule, il vous dira que c'est pas la même lettre. Pour s'assurer que on ne dit pas que notre palindrome n'est pas un palindrome, enfin que notre message n'est pas un palindrome alors que les lettres sont bien les mêmes, c'est juste qu'il y en a une en majuscule et l'autre en minuscule, on utilise la méthode lower sur notre lettre, ici et ici, et du coup nos deux lettres sont ramenées en minuscule, donc on teste l'égalité des lettres en minuscule. Et enfin, donc si tout ça n'a pas eu lieu, alors on fait notre récursion tranquillement, c'est-à-dire que i sera incrémenté de 1 et j sera décrémenté de 1. Ok, donc on a tout testé, on peut faire notre return is palindrome. Donc si jamais effectivement la différence entre j-i n'est pas supérieure à 1, donc est égal à 1 ou est inférieur à 1, alors on renverra is palindrome, et sachant que de base on considère qu'il est égal à true, donc si on arrivait jusque là sans trouver de lettres qui ne sont pas égales, eh bien on renverra true, à chaque fois on va dépiler, on renverra true. Donc notre méthode ici, elle est terminée, on va la tester. Alors on va faire un print de P, on va voir si un roc cornu est bel et bien un palindrome ou non. CTRL F5, et là il me dit true. Ok. Alors justement, j'ai préparé ce bout de code là pour le tester avec d'autres palindromes. Donc, tac, je copie-colle ça. Et là, on a 8 palindromes, donc normalement, on devrait avoir 8 true. Et c'est le cas, à chaque fois, il nous affiche le palindrome, true, 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 true. Ici, il y a un true en plus, puisqu'il y a un print. Oh. Mais voilà, ça fonctionne bel et bien. Alors, pour voir si ça fonctionne bel et bien, changeons juste ici le dernier palindrome et voir si ça nous affiche false. Et c'est bien le cas. Un rock-corn n'est pas un palindrome. On peut même tester, allez, une petite dernière. On va envoyer ici la chaîne de caractères FoxP. Est-ce que FoxP est un palindrome? Non. Est-ce qu'il va nous dire que c'est un palindrome? Non, il nous dit que ce n'est pas un palindrome. Donc on a pu coder notre méthode qui teste les palindromes. Ici, je vous ai donné un petit exemple sur la chaîne de caractères un roc cornu. Donc U est égal à U, on avance. On a I qui est égal à 1 et J qui est égal à 10. Alors un roc cornu, c'est une chaîne de caractères qui fait 12. Donc J au début sera égal à length de message moins 1, donc 12 moins 1, donc 11. Et ensuite, on l'envoie ici, sur cette ligne. Et donc J, c'est bel et bien égal à 10 et I est égal à 1, pardon. Donc ensuite, N est égal à N, donc on envoie I égale 2, J égale 9. Ah, un espace.
Donc là, on incrémente que i. Vous voyez que j ne change pas, il était j égale à 9 avant, il est toujours j égale à 9. Par contre, i, on l'incrémente, on avance. On est sur le R en i, on est sur le R en j. C'est égal, donc on avance, i égale 4, j égale 8. Donc on est sur le O, c'est égal, on avance. I égale 5, j égale 7. Donc sur le C, c'est égal, on avance. Ah, i égale 6, j égale 6. Donc là, on est dans le cas où j moins i, donc 6 moins 6, c'est égal à 0 et ça n'est pas supérieur à 1. Donc là, on va renvoyer is palindrome. Is palindrome n'a jamais changé, on n'a pas trouvé de quoi dire que ce n'est pas un palindrome, et donc on va renvoyer true, 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 true. Et voilà, on a prouvé avec notre méthode que c'était un palindrome. Donc c'était le dernier exercice que je voulais vous montrer, j'espère que je vous aurais permis de progresser sur les fonctions récursives, que vous comprenez un petit peu la méthodologie pour les aborder, et puis on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode consacré aux fonctions récursives. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, éventuellement à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.